bienvenue au Studio JAL. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel, qui est un de nos camarades dans le M2 droit du commerce électronique et de l'économie numérique de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il va nous expliquer de la licence au master son parcours avec tous ses engagements associatifs et ses stages. Il vous dévoilera ses conseils et pour que vous puissiez faire vos choix d'orientation avec le plus d'informations possible. Bonjour Gabriel. Bonjour Alice, bonjour Janice. Merci à vous de m'accueillir dans votre humble studio. Je suis très content d'être là. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? En quelques mots, donc je m'appelle Gabriel Privat, j'ai 23 ans et comme tu l'as très bien dit, je suis étudiant au sein du Master 2 en droit du commerce électronique et de l'économie numérique au sein de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dirigée par Madame la professeure Judith Rochefeld. En parallèle de ce Master 2, j'effectue un stage au sein d'un cabinet d'avocats et je suis également président de la clinique juridique de la Sorbonne. Un beau CV. Oui, très beau CV. On va reprendre avec toi d'abord ton parcours universitaire. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quelle licence tu as fait, quel EM1, quel EM2 et tout nous expliquer ? Alors, j'ai débuté mon parcours universitaire avec une licence en droit au sein de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne déjà. Une licence somme toute assez classique, rien d'extraordinaire, jusqu'à la L3 où en parallèle de ma troisième année de licence en droit privé, j'ai effectué un premier diplôme universitaire en common law pour développer la pratique de l'anglais juridique. J'ai ensuite effectué un master 1 en droit des affaires au sein de la même université, qui a également ponctué ce premier diplôme universitaire. Au stade de la sélection, je suis allé au sein de l'université Paris 2 Panthéon-Assas pour effectuer un premier master 2 en régulation européenne, avec déjà l'idée de coupler ce premier master 2 avec un deuxième master 2, le master 2 que nous effectuons actuellement en commerce électronique. Okay. Et peut-être pour terminer sur le parcours universitaire, en parallèle de ce premier Master 2 à Assas, j'ai profité de cette période de l'autre côté de la rue pour faire un deuxième diplôme universitaire en droit et technologie du numérique pour affiner ma spécialisation universitaire. T'as toujours eu une appétence pour le numérique ou c'est venu comme ça par tes DU ou ça a été depuis ta L1 que t'as eu toujours cette envie de travailler dans le numérique ? Alors pas du tout, en réalité jusqu'au Master 1 j'avais du mal à me projeter, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, je pense comme beaucoup d'étudiants, et c'est une matière en particulier, responsabilité sociétale des entreprises, qui m'a donné déjà un peu cette fibre de la conformité, voilà, de la régulation, c'est ce qui m'a beaucoup plu, cette façon d'appréhender, de pratiquer le droit au sein d'entreprises et de se mettre en conformité en amont de la sanction. C'est vrai que j'ai apprécié cette philosophie qui est assez différente de ce qu'on peut nous apprendre, où il y a des règles et qu'est-ce qu'on apprend après la règle, la sanction. Et c'est pourquoi j'ai continué avec un Master 2 en régulation européenne pour avoir une vision assez d'ensemble sur cette conformité, la compliance aujourd'hui. Et c'est dans ce Master 2 où j'ai eu des cours en protection des données, en régulation des nouvelles technologies, en droit européen des télécommunications, donc ça m'a rapidement plu. Et j'ai intégré ce DU droit et technologie du numérique au sein de la même université qui m'a permis d'affiner cette spécialisation en vue de la deuxième sélection pour le deuxième Master 2. Et donc, tu as 2 DU, 2 Master 2, enfin, tu vas avoir ton deuxième Master 2. Est-ce que pour toi, c'est essentiel et important aujourd'hui d'être surdiplômé ? Alors, s'agissant des DU, je pense que c'est une bonne idée de faire d'autres choses que simplement la fac ou simplement sa licence et son master. Je pense que c'est de plus en plus essentiel pour la simple et bonne raison qu'on est de plus en plus d'étudiants, en droit tout particulièrement, un milieu très concurrentiel. Donc c'est pertinent pour se démarquer, mais c'est également pertinent, je pense, pour trouver sa voie dans un souci d'orientation, savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Un DU, il faut savoir que c'est pas particulièrement engageant, c'est quelques heures par semaine. Alors bien souvent c'est gratuit ou pas très cher. Pour les étudiants boursiers, comme c'est le cas pour moi, c'était gratuit. Il y a bien sûr des DU destinés aux professionnels, mais qui sont hors de portée. Et c'est pourquoi je pense que faire ne serait-ce qu'un DU déjà, c'est très complémentaire en parallèle de la licence ou du Master 1. Et s'agissant des 2 Master 2, aujourd'hui il y a quand même le constat, encore une fois, d'un marché très concurrentiel. En sortant de l'université, il y a de plus en plus de très bonnes universités en droit, plus uniquement Paris 1, Paris 2.
Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'étudiants qui font après un premier Master 2 une année en école de commerce, un master spécialisé, ou un LLM. Donc un LLM, c'est un Master 2 mais qui se fait à l'étranger. Et l'écueil de ces deux formations, c'est le prix selon moi, puisque une année en école de commerce, c'est entre 15 et 20 000 euros en moyenne. Et un LLM, ça peut dépasser les 40 000 euros. Et donc c'est vrai que je pense que pour la très grande majorité des étudiants, moi y compris, c'est hors d'atteinte. D'où l'idée de faire un deuxième Master 2, donc, qui est quasiment gratuit, le prix de l'université, mais qui peut être pertinent si les deux Master 2 sont complémentaires. Et donc effectivement, aujourd'hui en numérique, vous le savez peut-être mieux que moi, hein, mais tout le droit du numérique vient du droit de l'Union européenne, le RGPD, le projet de règlement IA, etc., etc. Et d'où l'idée d'avoir un premier Master 2 en régulation européenne qui serait complémentaire avec le Master 2 en droit du numérique. Il y avait un vrai lien entre tes deux masters qui te donne une plus-value Voilà. pour la spécialisation. C'était ça, c'était exactement ce que je voulais faire, coupler les deux Master 2 pour ensuite le vendre en entretien et expliquer ce choix de parcours. Et donc tu as déjà un parcours très riche au niveau de l'enseignement à l'université, mais tu as aussi un parcours assez riche puisque tu as couplé ça avec des stages. Est-ce que tu peux nous parler de tes stages et quand est-ce que tu les as commencés ? Effectivement, j'ai essayé de faire beaucoup de stages en parallèle de mes études parce qu'encore une fois, je pense que c'est important, toujours dans un souci de se démarquer, mais aussi de se découvrir. Pour ma part, j'ai pas de juriste ou d'avocat dans ma famille, donc c'est vrai que le milieu du droit, ça pouvait être un milieu assez obscur. Et quand on a peu ou pas d'informations, c'est très difficile de se repérer. Et c'est pour ça que dès la L1, ma mère m'a très vivement poussé, voire contraint, pour faire un premier stage de 1 mois dans un cabinet d'avocat. Elle a eu le numéro de l'avocat par quelqu'un qu'elle connaissait, qui connaissait quelqu'un. Elle est revenue le soir en me disant « Tiens Gabriel, j'ai le numéro, tu appelles maintenant ». Parce que moi, il faut savoir qu'à 18 ans, je voulais pas du tout faire de stage. C'était la fin de la première année, on avait 4 mois de vacances devant nous. Et donc, je voulais surtout me reposer un peu comme tout le monde. Et j'y suis allé, ça s'est très bien passé. Donc, ça m'a permis de voir quel était le quotidien de cette profession que l'avocature. J'y suis retourné en L3, pareil, de nouveau pour faire un stage d'1 mois parce que ça s'était très bien passé. J'ai effectué également un autre stage en cabinet d'avocat en Master 1 de 3 mois, plus spécialisé, donc en droit des affaires. Donc, qui était complémentaire avec ma formation en Master 1 en droit des affaires. Et dans le cadre de mes Master 2, j'ai fait des stages de 6 mois, plus spécialisés en droit du numérique. Et encore une fois, voilà, je pense que c'est très important de faire des stages pour connaître la pratique, voir si ça nous plaît sur le terrain, la vraie vie, la réalité, puisque ce qu'on voit sur les bancs de l'université, c'est pas forcément ce qu'on va voir sur le terrain. Et c'est vrai qu'il y a aussi un autre argument peut-être assez pragmatique, mais quand on fait un stage de 6 mois, et même un stage de plus de 2 mois, c'est nécessairement rémunéré, et donc ça peut être un revenu bienvenu. Moi j'ai juste une petite question, vu que tu as fait des stages à peu près toutes les années de ta scolarité, est-ce que tu trouves vraiment qu'il y avait un intérêt en L1 par exemple de faire un stage par rapport aux responsabilités qu'on pouvait te donner, par rapport à tes connaissances, parce que c'est vrai que beaucoup des personnes qui veulent nous écouter hésitent à faire des stages en licence, parce que c'est vrai qu'on n'est pas... on n'est pas spécialiste à ce moment-là, on n'a pas forcément beaucoup de connaissances, et donc est-ce qu'on vous donne des responsabilités ou c'est principalement des recherches ou dans le pire des cas des cafés ? Non, mais alors je suis d'accord avec toi sur la première partie de ta question. Effectivement, licence, c'est pas forcément là où on va creuser, où on va rechercher, parce qu'on n'a pas grand-chose à apporter. Alors, très honnêtement, quand on a 18-19 ans, on est nul. Non, faut pas dire ça. Non, mais d'un point de vue professionnel, par rapport à un associé qui a 40 ans de barreau, on ne Bien sûr. pourra rien lui apporter, mais ce qui est tout à fait normal en fait. C'est normal, on est au début de notre apprentissage, au début de notre Tout à vie fait. professionnelle. C'est comme un enfant qui a 2 ans, il ne sait pas parler, mais c'est normal. Donc là, encore une fois, c'est la même chose. Donc d'un point de vue purement professionnel, recherche, effectivement, je suis d'accord avec toi. En revanche, là où je diffère, c'est d'un point de vue de l'observation. Encore une fois, moi je n'ai pas de juriste dans ma famille et je ne savais pas ce que c'était que le quotidien d'un avocat. D'accord. Et donc je trouve que c'est intéressant, c'est enrichissant de voir ce que c'est qu'être avocat au quotidien. D'autant plus que les avocats, il y a un petit peu ce mythe autour de cette profession, c'est très médiatisé, ce sont d'anciens nobles, et c'était intéressant aussi de démystifier peut-être le quotidien de personnes qui sont tout à fait normales. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de poursuivre ces stages.
Super, ton retour il est important parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous dans la situation de faire des stages dès la licence et surtout dès la L1. Et donc du coup c'est intéressant de voir qu'au final, rien que pour l'observation, c'est valorisant pour après s'orienter sur le métier d'avocat, sur le métier de juriste, donc c'est cool. Et si je peux me permettre de rajouter un point là-dessus, ce n'est pas du tout obligatoire, hein, c'est moi qui ai voulu approfondir, c'est ma mère qui m'a notamment poussé, hein. Mais il faut savoir qu'à notre époque, la sélection était entre le Master 1 et le Master 2. Oui. Et aujourd'hui, la sélection est un an avant, Oui. donc entre la L3 et le M1, ce qui laisse un an de moins pour Tout à fait. faire ses choix, découvrir le droit, faire ses choix d'orientation. Et c'est pour ça que finalement, c'est peut-être pas plus mal de commencer des stages assez tôt pour très rapidement mettre les mains dans la cambouis et essayer de découvrir un peu tout ça. Il y a un aspect qu'on n'aborde pas du tout à l'université, qu'on commence à aborder en Master 2, mais c'est la question du réseau. Toi, comment tu fais pour... Enfin, est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Comment tu fais pour le développer? Est-ce que les stages fait partie de cette stratégie ou pour toi c'est quelque chose de pas forcément intéressant? Que pour moi, le réseau, c'est très important et qu'à terme, ce sera bien plus important que les études qu'on a faites. Pour tout vous dire, je pense que c'est bien d'avoir une vision assez à court terme quand on a la tête dans le guidon sur Master 1, Master 2, école de commerce, LLM, etc. Mais que quelques années après l'université, ça sera bien moins important et c'est pourquoi faire des stages assez rapidement, intégrer des associations également durant notre période à l'université, je pense qu'on y reviendra, c'est également pertinent je pense pour tisser ce réseau. Il y a également des outils comme LinkedIn qui sont assez utiles je trouve en termes de visibilité pour se faire connaître, parce qu'il faut savoir que les professionnels, en tout cas les avocats, suivent assez LinkedIn et ont tendance à repérer les étudiants assez actifs qui partagent et qui likent leurs publications. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant, par exemple dans le cadre d'un entretien, si jamais le cabinet ou l'entreprise hésite entre deux candidats et que le RH ou la personne qui est en charge de choisir l'étudiant sait que l'un des deux suit l'activité sur LinkedIn, ça peut jouer pour le résultat final. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important. Et même quand on est en licence, il ne faut pas avoir peur d'aller poser des questions à ses chargés de TD, à ses professeurs. Mais même sur LinkedIn, envoyer des messages privés, bien sûr, bien écrits, sans faute, respectueux, cordiaux, etc. Mais vous vous rendrez compte qu'en réalité, les gens aiment parler d'eux. Et bien souvent, les gens vous répondront en leur envoyant leur numéro de téléphone. Merci pour ton message, n'hésite pas à m'appeler quand tu veux, on fixe un point. Et du coup, ça permet d'avoir... Enfin, moi, je l'ai fait. Et donc, c'est vrai que c'est assez simple. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et le réseau professionnel, c'est quelque chose qui pourra à terme vous faire obtenir des stages. Ça m'est arrivé que mon ancien maître de stage qui a changé de boîte me recontacte pour me proposer un stage. Donc c'est très sympa, mais c'est la preuve que ça marche. Bien sûr, parce que le stage s'était très bien passé. C'est une personne qui est très humaine, très accessible, très agréable, vraiment très sympathique. Mais c'est aussi ce qui vous donnera des jobs plus tard, hein. Le réseau du Master 2, dans quelques années, on va se recroiser, on aura eu des parcours différents, on aura des jobs différents. Mais si l'une d'entre vous est en poste, pas dans une entreprise qui m'intéresse, il y a des chances qu'on se recroise dans le département juridique, que vous ayez une décision à prendre, et inversement. C'est pour ça que je pense que c'est très important. Bien sûr, en L1, L2, c'est très difficile, mais il faut que ça devienne quelque chose d'assez essentiel, je dirais, en Master 2. Et c'est là l'objet d'ailleurs d'un Master 2. Un Master 2 professionnel, bien souvent, c'est une porte d'entrée vers le milieu professionnel. Il faut souligner surtout par rapport à LinkedIn parce que c'est vrai qu'on ne nous le dit pas forcément et au final contacter un avocat, un juriste ou même un enseignant sur les réseaux, au final on peut parler avec eux et ils sont assez accessibles et c'est bien de le souligner parce que c'est vrai que les étudiants de manière générale ne pensent pas forcément à cette option là et du coup c'est bien d'avoir un retour par exemple de toi qui a pu avoir cette expérience et montrer que les gens sont accessibles et on peut leur parler, on peut poser des questions sans avoir honte de se tromper ou juste de pas savoir un propos ou une problématique juridique. Il y a une barrière souvent qui s'établit. Je pense qu'il y a déjà un peu une barrière entre le monde pro et les étudiants, mais qu'il y a aussi cette barrière un peu imaginaire que les étudiants parfois se mettent et qu'il faut
pas avoir peur de La briser briser. cette barrière. Et souvent, les professionnels ou les professeurs, ils sont très demandeurs en fait. Parce que s'ils font de l'enseignement, c'est parce qu'ils ont envie de partager. Ouais. Et si on vient leur demander des infos, ils seront souvent hyper enclins à donner ces infos. Juste, autre petite question. Je crois Est-ce que Oui, Gabriel avait un c'était- petit chose à dire. Non, oui, justement, je trouve ça très pertinent, si je peux me permettre de rebondir. Je pense que quand on est à la fac, c'est aussi un moment, un endroit où il faut aller saisir ses opportunités. Ouais. Moi, je me souviens, le premier jour, la pré-rentrée de la L1, on nous a dit c'est la liberté, c'est le mot-clé, c'est vous venez en cours, vous venez pas en cours, vous venez en partiel, vous venez pas en partiel, mais c'est votre responsabilité, c'est votre liberté. Et c'est pour ça, je pense qu'il est important, quand on est étudiant, en licence, en master 1, même master 2, de saisir toutes ces chances qu'on a, de contacter des professionnels, des spécialistes, même on parlait du réseau, mais le réseau des professeurs, vous allez les Tout à fait. recroiser potentiellement dans votre vie professionnelle. Et c'est important d'aller chercher ces opportunités, il faut créer sa chance, moi j'y crois t'as très raison. fortement. Ouais. Et c'est important voilà, que ça peut faire peur, hein, mais que vous vous y mettiez et vous verrez au bout de 3-4 fois, ça marchera et vous comprendrez comment ça fonctionne. T'as raison de le dire parce que c'est important et surtout pour les jeunes étudiants qui vont nous écouter, c'est important pour eux de savoir que cette barrière au final on peut la briser assez facilement et que l'accessibilité c'est le mot-clé entre guillemets à la fac. Totalement. Pour revenir sur ton parcours, est-ce que tu as fait que des stages en cabinet d'avocat ou est-ce que tu as fait dans d'autres structures ? J'ai fait majoritairement des stages en cabinet d'avocat, mais j'ai également fait un stage en cabinet de conseil. Donc c'est un peu un troisième type de structure qui se développe beaucoup, surtout dans la conformité, la compliance, il y en a énormément, donc c'était pertinent pour moi de voir ça, ce fonctionnement un peu hybride entre l'entreprise, le cabinet d'avocats, parce qu'il y avait des avocats qui travaillaient en tant que consultants, même un peu start-up, puisque c'était une entreprise assez jeune qui se développait. Et j'ai à cœur l'année prochaine de faire un stage en entreprise pour découvrir cet autre milieu. Super. Et du coup, on t'en a abordé un peu la question juste avant, mais on sait que tu es président de la clinique de la Sorbonne. Déjà, on voulait savoir quand est-ce que tu es devenu membre pour la première fois de cette clinique et comment tu es venu à devenir le président de cette clinique. Alors j'ai intégré l'association, donc la clinique juridique de la Sorbonne, qui est une association de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, qui a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de professionnaliser les étudiants, encore une fois, dans la même veine que ce que nous disions, en venant en aide à des particuliers qui nous saisissent, qui rencontrent de difficultés juridiques dans leur vraie vie et qui n'ont soit pas les moyens, soit pas les connaissances pour saisir des avocats ou les officiers ministériels. Et donc c'était intéressant de concilier ces deux objectifs. J'ai intégré cette association en L3. Okay. Alors il faut savoir que c'est ma première association et jusqu'en L3 j'étais pas du tout réseau, j'étais pas du tout association, un peu stage mais contraint, vous l'aurez compris. Et j'ai tout de suite accroché avec le principe parce que moi je voulais pas intégrer une association juste pour faire la fête, enfin, c'est très bien mais je voyais pas vraiment l'intérêt de me rajouter ça. Et là, je trouvais un enjeu professionnel, un enjeu même universitaire très intéressant. J'ai rapidement accroché. Ensuite, j'ai un peu gravi les échelons en interne en devenant directeur de la communication. Puis ensuite, membre du conseil d'administration, vice-président, puis président. Voilà, pour avoir une idée générale du fonctionnement de l'association. Et encore une fois, moi je pense que c'est très important de rencontrer des gens, des étudiants, mais également des professionnels. Alice, tu es également responsable du pôle droit du numérique et propriété intellectuelle de la clinique. Donc, tu le sais aussi bien que moi. Nous organisons des événements, des conférences et des workshops au sein desquels des professionnels interviennent. Et là, c'est aussi le but de l'association, c'est de faire rencontrer des étudiants et des professionnels pour qu'ils puissent échanger et tisser un peu ce réseau et poser des questions, etc., etc. De toute façon, on refera une vidéo avec Gabriel pour qu'il vous parle plus en détail du fonctionnement des cliniques juridiques, que ce soit celle de la Sorbonne ou d'autres cliniques juridiques qui existent en France. Donc on reviendra dans une autre vidéo sur ça. Est-ce que tu peux nous dire si tu as eu d'autres expériences associatives ? Alors après avoir intégré la clinique, j'ai effectivement fait 4 assos il me semble, dont j'ai intégré l'association du Cercle éthique des affaires, et plus particulièrement sa branche jeune, Génération éthique, donc qui était un programme sur 1 an qui dispatchait en 4 groupes des étudiants ou des jeunes professionnels pour réfléchir sur des thématiques. Et donc j'étais le leader du groupe de réflexion sur l'éthique et la conformité, donc c'était intéressant encore une fois de rencontrer d'autres personnes. J'ai intégré la conférence Olivain, donc la branche numérique de cette association
qui est la plus vieille association étudiante de France. J'ai également fait un passage à PBA, Paris Baby Arbitration. Ça ne finit plus par là. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Donc j'ai également intégré PBA, Paris Baby Arbitration, donc qui est une association d'arbitrage, donc qui est une autre spécialité. J'ai également été président de l'association de mon premier Master 2. C'est intéressant, je trouve, de diversifier ses activités associatives. À titre personnel, puisque ça fait rencontrer du monde, on apprend des choses différentes. Je pense que j'ai peut-être plus progressé humainement et universitairement grâce aux associations. Je suis devenu beaucoup plus débrouillard, beaucoup plus responsable. J'ai vraiment grandi grâce aux associations, peut-être même encore plus que sur les bancs de l'université. Et je pense qu'aussi, en vue de la sélection, encore une fois, parce que c'est un enjeu majeur pour les étudiants qui regarderont certainement cette vidéo, il faut avoir en tête que la sélection, ce n'est pas uniquement sur les notes, qu'en droit, il est très difficile de se démarquer par les notes. Bien que vous ayez un 12, 13, 14, ce n'est pas suffisant, je pense, pour se démarquer et se garantir une place dans le Master 2 ou le Master 1 de vos rêves. Et c'est pour ça qu'il est super important, et ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi, les directeurs, directrices de Master regardent beaucoup les profils étudiants. Et c'est pourquoi les stages, les DU, les associations ajoutent et permettent une certaine cohérence au parcours et au profil étudiant qui viendront peut-être compenser des notes correctes, mais peut-être insuffisantes. Et quand je parle d'insuffisance, ça veut dire que vous n'avez pas 16 dans toutes les matières, ce qui arrive à très peu de personnes à l'université. C'est une belle valeur ajoutée d'avoir toutes ces expériences parce que ça t'enrichit déjà personnellement et ça enrichit aussi ton CV et ton profil en tant qu'étudiant pour candidater dans un master. C'est toujours une plus-value d'avoir ce type d'expérience pour montrer son implication dans la vie associative, dans son envie de développer son parcours professionnel et au plus après aller dans un master qui correspond du coup à ces choix-là. Totalement. Dernière question. Tout à fait. Où te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, c'est peut-être la question la moins évidente. À vrai dire, je ne sais pas. Je pense que je vais essayer de me fermer le moins de portes. Et encore une fois, tout ce que j'ai essayé d'expliquer, de raconter, le but c'est de s'ouvrir un maximum de portes. Je pense qu'à court terme, j'envisagerai l'avocature. Mais qu'ensuite, à moyen terme, je choisirai, j'arbitrerai entre l'avocature, si je me sens bien dans le cabinet par exemple, ou le milieu de l'entreprise, raison pour laquelle j'ai à cœur de découvrir dans un prochain stage, ou le milieu du conseil, c'est aussi une autre possibilité, ou peut-être même encore autre chose. Je connais certaines personnes qui ont fait des études en droit et qui aujourd'hui ne sont pas juristes. Donc je pense que le plus important, c'est de ne pas s'enfermer. J'ai tendance à ne pas me donner d'objectifs trop précis, au risque encore une fois de se fermer des portes et d'avoir un peu des aveuglettes et de passer à côté de certaines choses. Donc je peux pas vous répondre précisément, je suis pas Nostradamus, j'ai pas ramené ma boule de voyante, mais voilà, j'espère que ça ira bien. On l'espère aussi. Merci beaucoup. Merci à vous, ça a été un régal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview. Vous pouvez retrouver le profil de Gabriel en barre d'infos et vous pouvez retrouver toutes nos vidéos et nos différents formats aussi sur nos différents réseaux sociaux que vous trouverez en barre d'infos. N'hésitez pas à nous suivre pour plus d'informations.